Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, un roman qui traite avec les moyens et la liberté de la fiction de sujets très actuels. La maternité, les relations mère-fille, mais aussi la PMA, le divorce, la place des pères. Il est signé Katie Rouf, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu Expo, titre de cette expo, extérieure, Annie Ernaux et la photographie. Elle se tient à la Maison européenne de la photographie. Annie Ernaux, qui est un des piliers des programmes de français. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, et cette voiture qui se transforme en avion. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Amélie Paris et les années collège pour faire le tour de l'une des plateformes les plus plébiscitées par les ados, Twitch. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. On vous parle souvent parentalité dans la quotidienne et plus encore maternité. On aborde aujourd'hui le sujet par le biais de la fiction autour d'un roman saisissant qui vient de sortir chez Albin Michel. Son titre, Mère absolument. Il est signé Katie Rouf qu'on a grand plaisir à recevoir. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet? Alors je dis ce sujet de la maternité, mais c'est pas que le sujet de la maternité, loin s'en faut. Mais en tout cas, vous avez choisi quand même d'entrer par là. Ce n'est pas que le sujet de la maternité, c'est vrai, le titre en parle directement et on laisse interpréter le lecteur l'absolument, donc l'adverbe. Absolument. Voilà, je m'y suis. Absolument. Mais ça ne parle pas que de maternité, ça parle aussi de paternité, de filiation. Donc il y a 3 personnages principaux dans le roman, donc la mère, la fille et le père. Et on commence par la mère. Parce que peut-être que tout commence par la mère, c'est une question. On commence par 2 mères, en fait, la mère et la mère de la mère, quand même, si je puis me permettre, hein, tout à fait. pour vous avoir lu quand même. Tout à fait. Mais on commence effectivement par une déclaration d'une femme qui dit qu'elle a vécu heureuse pendant 40 ans, qu'elle a grandi, dit-elle, sans le désir d'enfant. Tout à fait. C'est une femme qui, peut-être depuis la naissance, depuis sa petite enfance, depuis son adolescence, n'a pas ressenti le désir d'enfant, ne s'est pas projetée dans une vie avec famille, mari, etc. Et qui, à l'aube de ses 40 ans, avec sa mère malade et mourante, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Tout au début du roman, il y a une fausse couche. Voilà, tout est concomitant. Oui. L'agonie, enfin en tout cas la fin de vie de la mère et cette fausse couche. Donc la vie et la mort, donc il y a cette espèce de coprésence. Et cette fausse couche, elle ne s'y attendait pas parce qu'elle n'avait pas essayé de tomber enceinte. Elle ne l'identifie pas au début d'ailleurs. Pas du tout, pas du tout. Elle croit qu'elle a des règles douloureuses, elle ne comprend pas. Pas du tout. Et puis, elle se rend compte qu'il y avait quelque chose de vivant qui était en elle et qui, voilà, elle a perdu. Et cette perte, elle la vit véritablement comme une perte, et le fait que peut-être sa mère soit en train de mourir, eh bien, ça réveille quelque chose qui serait, point d'interrogation, l'instinct maternel, l'appel de la nature, l'impératif biologique. Il y a quelque chose qui se met en route et qui est parfaitement presque indépendant de sa volonté, c'est le corps. Oui, c'est le corps qui parle. C'est ça. Et le corps, il est omniprésent dans votre livre, le corps des femmes, le corps qui enfante ou pas, le ventre, les entrailles. J'ai remarqué que l'image du ventre revient très très souvent, hein, dès la 5e ligne. J'ai 42 ans et un ventre vide, mais c'est aussi le ventre qu'on caresse, le ventre du désir. C'est très important pour vous de donner cette dimension charnelle. Oui, parce que je pense, pour l'avoir en partie vécu, et puis évidemment je suis une femme et donc je parle avec mes amies femmes, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas voulu d'enfant, mais à peu près au même âge que le personnage, j'ai ressenti quelque chose d'affreux et de terrible, c'est-à-dire le corps qui réclame. Et j'ai essayé de traduire cet appel de la nature, peut-être, dans ce tourment qui est aussi une joie, enfin qui est un appel, qui est quelque chose... c'est une question à laquelle il faut répondre, sans doute. Et il y a ensuite le corps de cette femme qui se métamorphose. Et c'est un corps qui prend des dimensions avec du poing, enfin le ventre, et ce sera un corps après qui est un corps peut-être martyrisé, un corps souffrant de la mère hein, qui a enfanté, mais c'est un corps qui est vécu par cette femme comme un corps mythique, un corps glorifié, quelque chose de presque sacré pour le personnage. Un mec, dites-vous dans le livre, qui sait se débrouiller, aura plusieurs mères de substitution dans sa vie.
Une femme n'a qu'une seule mère. Tout à fait, ouais. Ça fait sourire Cécile. Vous êtes peut-être retrouvée à materner, quelques messieurs. Oui, parce que pour un homme, je pense qu'il y a la mère, Ouais. je pense qu'il y a quelques femmes de sa vie, les quelques femmes de sa vie, et peut-être la fille, si l'homme a une fille, sera, si quand l'homme vieillit, je me sens un petit peu actuellement la maman de mon papa, et qui a bientôt 82 ans. Et donc, je me sens un petit peu maman, voilà. Ouais. Et les mamans pardonnent tout à leurs enfants, dites-vous également à un moment, je crois que c'est vers la fin du livre. Il y a un deuxième fil, c'est le rapport au temps, celui des femmes, qui est contraint aussi bien par la biologie, vous le dites, mais que par les tâches ménagères, le maternage. Et à un moment donné, votre personnage, avant de vouloir un enfant, elle dit « Mais moi, c'est pas que je veux pas d'enfant, c'est que je veux pas donner mon temps. » Oui, en fait, elle comprend pourquoi, elle essaye de se poser la question pourquoi je n'ai pas vu d'enfant et d'y répondre. Elle se dit, ben voilà, ma mère m'a tout donné, m'a donné tout son temps, venait me chercher après l'école, voilà, les loisirs, etc. Et je ne suis pas capable, je ne me suis jamais pensée capable. Et c'est vrai que vous faites la liste, hein. Je pensais à ma mère, attendant, vous le dites, devant l'école, la fin des cours, ma mère se baladant avec moi dans tous les parcs et les jardins, et c'est long, hein. Maman au fait d'anniversaire de mes camarades d'école, toujours ma mère, m'accompagnant au cinéma, au Guignol, au cours de piano, ma mère patientant dans la voiture, me coiffant, m'écoutant lorsque je révisais mes leçons. Je ne vais pas tout citer, mais il y a une litanie absolument extraordinaire. On ne naît pas mère, on le devient de l'instant où on sait qu'on est enceinte, du moins dans le livre. Si vous voulez bien, on va parler de ça juste après. Oui. L'anti-sèche, mère absolument. On parlera évidemment de ce absolument, parce que Katie Roof nous a dit qu'il fallait qu'on s'y attache et qu'il est polysémique. Cécile, bonjour. Bonjour. Une anti-sèche consacrée aujourd'hui à l'écrivaine Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022, faut-il le rappeler, parce qu'une expo se déroule au Musée européen de la photographie. Exactement, qui débute demain et qui s'appelle Extérieur Annie Ernaux et la photographie, qui met en relation des textes tirés de son livre Journal de dehors, paru en 93, avec des photos issues de la collection du musée. Ça s'y prête bien, parce que dans le Journal de dehors, l'autrice retranscrit des scènes de la vie quotidienne, dans les transports en commun ou dans les supermarchés, de 1985 à 1993. Le Journal de dehors, c'est un des 20 romans qu'elle a écrits. Oui, une vingtaine. Le premier étant Les armoires vides qu'elle publie en 1974, elle a alors 34 ans. Le récit se déroule pendant l'attente de l'avortement qu'elle a subi 10 ans plus tôt, un sujet dont elle reparlera dans son autre roman. Dans l'événement. Exactement, sorti en 2000. Autre thème fort dans son œuvre, c'est évidemment la trajectoire sociale. Jusqu'à ses 18 ans, elle vit dans le café-épicerie de ses parents à Yvetot, en Haute-Normandie, un lieu qu'elle décrit comme étant, je cite, sale, crado, moche, dégueulbif, j'adore ce mot, dégueulbif, un milieu duquel elle finira par s'extraire à force de travail et d'acharnement. Elle va quand même obtenir, elle sera agrégée en lettres modernes. D'ailleurs, c'est pas un hasard qu'elle figure en cours de français au moment où il s'agit d'évoquer la manière de se raconter ou de se représenter quand on est au carrefour des langues et ou des cultures. Et on croise un autre auteur qui est au programme, mais plutôt en sciences économiques et sociales, qui est Bourdieu. Oui, parce qu'elle reprend des thèmes chers à Pierre Bourdieu, parce que lui, il parle de déterminisme sociologique, il parle de dominant-dominé. Et ça, Annie Ernaux, elle l'illustre parfaitement, notamment dans le livre La Place. Annie Ernaux qui a eu le prix Nobel de littérature, c'était il y a 2 ans. Eh oui. Et c'est la première écrivaine française à l'obtenir. Elle avait 82 ans à l'époque, il était temps. Elle rejoint ainsi la liste des prix Nobel de littérature. Alors il y en a beaucoup, hein, j'ai pris un peu. Oui, on va pas tout. Gabriel Garcia Marquez, Le Clésio, Patrick Mondiano, Alice Munro et bien d'autres. Et il y a des lauréats depuis sa création de ce prix en 1901. Dernier lauréat. Je le sais parce que je l'ai écrit. Ah bah alors, vous trichez, c'est l'anti-sèche en même temps. Oui, c'est le principe. C'est l'écrivain norvégien Jon Fosse. Et ce prix risque fort de booster ses ventes à lui aussi, parce que Annie Ernaux, après son prix Nobel, elle a vu elle-même ses ventes être boostées, puisqu'il y a plus d'1 million d'exemplaires de ses livres qui ont été vendus. Et le gros succès, évidemment, revient, vous l'avez dit, à l'événement sorti en 2000, qui est vraiment son roman phare, quoi. Qui a été adapté au cinéma et au théâtre. Oui, l'adaptation cinématographique qui est sortie en 2021, et on la doit à la réalisatrice Audrey Divan, qui a remporté un Lion d'Or à la Mostra de Venise. Et en ce moment, et jusqu'au 27 mars, se joue au théâtre de l'Atelier la pièce L'événement, dans laquelle on retrouve la comédienne Marianne Bassler, qui en signe aussi la mise en scène. Annie Ernaux, si on veut avoir une bonne note et qu'on tombe dessus dans un devoir de français, on dit quoi? Écrivain de l'intime,
J'aime bien ce terme, effectivement. Ouais. Très bien, vous avez 10 sur 10. Oui, parce que dans Mémoire de fille, elle revient sur sa première relation sexuelle à 18 ans, pour laquelle elle explique encore peiner aujourd'hui à utiliser le mot viol. C'est très intéressant comme info. Ou encore son dernier livre sorti en mai 2022, Le jeune homme, où elle parle de sa relation amoureuse avec un homme de 30 ans plus jeune qu'elle. Donc je vous recommande vivement de lire de Annie Ernaux. C'est un style fluide, assez facile à lire, et pourtant avec des notions très complexes. Voilà, vous voilà, chroniqueuse littéraire. On vous retrouve pour la récré. Vous serez en ingénieur tout à l'heure. Ingénieur tout à l'heure. Voilà, il y a quand même Nadège Sino qui, avec Triste Tigre, a gagné c'est le Goncourt, je crois qu'elle a gagné cette année, qui s'est permis de dire, dans un passage qui m'a beaucoup fait sourire, que quand elle lisait Annie Ernaux avec ses parents épiciers à Yvetot, que pour elle, de là où elle parlait, l'épicier c'était le bourgeois du village, parce qu'il avait quelque chose et qu'elle était elle. On est le bourgeois de Et on est toujours, voilà, comme quoi. Philosophe. À transfuge de classe et demi. Merci beaucoup, Cécile. Katy Rouf, Grand Oral. Il y a du suspense, des surprises, des dévoilements dans Mère absolument, le roman de Katy Rouf. On va essayer de ne pas trop vous gâcher la lecture, mais quand même, je suis obligé de dire que cette femme qui ne voulait pas d'enfant finit par devenir mère absolument et aussi mère absolutiste. C'est une mère absolue. Ou absolue, d'accord. J'ai mis absolutiste, mais allons-y. Oui, c'est une mère qui a le pouvoir absolu, qui veut exercer le pouvoir absolu sur sa fille et qui voulait au début vraiment la faire toute seule. Mais je pense que dans la tête de cette femme, elle l'a réellement fait toute seule. Elle est la mère et le père de cet enfant. Et vous le dites, le bébé est à elle. Le bébé est à elle. Je tenais vraiment à traduire ce pouvoir absolu, donc cette idée de parent primordial, cette idée d'une femme qui pense être peut-être le propriétaire exclusif de son enfant et quid du papa. Un papa qui vient d'un univers assez étonnant, il est thanatopracteur. Oui. C'est un thanatopracteur. Vous avez voulu que la mort plane quand même sur l'ensemble du livre. Hein. Oui, c'était important pour moi de donner à ce personnage cette profession parce que j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui a pratiqué le métier pendant 10 ans, donc qui m'a évidemment beaucoup parlé de son expérience. Mais pour moi, c'était vraiment un roman sur la vie et sur la mort et sur le cycle. Voilà, ce cycle vivant et vital. Et ce personnage est très vivant et très vital. C'est un homme qui est avec une profondeur d'esprit exceptionnelle. Et qui lui a le désir d'enfant, qui lui a ce qu'on pourrait appeler, si tant est que ça existe, l'instinct paternel. Tout à fait. C'est-à-dire que tout d'abord, Marie-Louise, donc c'est le nom de mon personnage, on pense aller en Belgique pour faire une PMA toute seule, entre guillemets. Donc c'était les années du début en fait de la PMA en Belgique. Et puis tombe sur le thanatopracteur de sa mère, parce qu'il vient à domicile. Aujourd'hui, on ne le fait plus, des soins à domicile. Bon, je l'ai appris. Mais c'est avec lui qu'elle va effectivement avoir un enfant. Et parce qu'au début, c'est vrai qu'elle est attirée par cet homme qui a redonné, soi-disant, de la vie à ce cadavre qui attendait les funérailles et qui était encore à domicile. Et qui fait sourdre la vie en elle, mais simplement, elle va se transformer. Alors, je disais absolutiste, vous dites absolu, on pourrait dire mère totale, mère totalitaire aussi. Et pour expulser le père, elle se comporte, là encore je vous cite, en machine de guerre. Tout à fait, c'est-à-dire que il y a non seulement un refus, il y a des actions de sa part qui sont hors la loi. Elle va tout faire pour couper le père de sa fille. Et il y a beaucoup de dégagements juridiques. Alors beaucoup, je ne vais pas le dire comme ça parce que vous allez croire que c'est un traité de droit, ça n'en est pas un. Non, disons que formellement, vous avez choisi de montrer l'importance des aspects juridiques, du statut juridique du père et de la manière dont le droit peut, ou pas, mais là en l'occurrence peut interpréter des relations intimes, des relations familiales. Oui, disons que la structure générale du roman est faire parler à partir de points de vue différents, qui sont celui de la mère, de la fille et du papa. Mais il y a un point de vue supplémentaire qui est le point de vue des actes de procédure. Parce que lorsque vous recevez, et heureusement, ce n'est pas mon cas, mais ça n'a jamais été mon cas, mais lorsque vous recevez une assignation à la forme de référé et que vous êtes accusé par un procès verbal, par une plainte de violence, et que, toute cette machine juridique qui se met en place est d'une
une forme de violence aussi. Oui, c'est vraiment les crocs de la machine judiciaire. Oui. Et là où vous montrez un père à qui même son avocate dit « Écoutez, mon monsieur, vous êtes l'homme, ça ne va pas bien se passer. » Non, malheureusement, ça ne va pas très bien se passer. Et la mère fait tout ce qu'elle peut faire pour éloigner sa fille de son père, tellement que 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, cette fille pensera avoir été abandonnée par son père. Mais ce n'est pas la vérité. Ça, je vous laisse divulgacher toute seule comme une grande. Bon, allez, vous faites comme si vous n'avez rien entendu. Lisez-le, parce que tout ça est raconté effectivement à partir de différents points de vue, avec différents matériaux littéraires, différents registres d'écriture. C'est extrêmement riche, extrêmement agréable à lire aussi. Enfin, agréable. Je ne sais pas si agréable est le bon mot d'ailleurs. Saisissant, c'est le mot que j'avais utilisé. On vous retrouve, si vous le voulez bien, Katie, juste après la récré. Cécile Fournier. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous nous parlez d'une voiture qui se transforme en avion. C'est vraiment de la récré rigolote aujourd'hui. Je sais. On se marre. C'est le genre de la personne. Vous avez une scène lecture. Le journal Mon Quotidien. Excellente lecture. lecture. Une à ce drôle d'engin. C'est pas très courant comme ça. Alors de prime abord, c'est une voiture assez classique, à quelques détails tout de même. Elle est biplace. Elle n'a que 3 roues. Et elle se transforme en avion en 3 minutes chrono, j'adore. Wow. Alors, elle fait 200 km sur la Terre et 300 km/h. Oui, bien sûr. Sinon, ça ne veut rien dire. Je me reprends. 300 km/h dans les airs. Alors, pour l'instant, elle ne peut pas voler à plus de 150 mètres d'altitude, mais l'idée, à terme, c'est qu'elle puisse atteindre les 4000 mètres d'altitude. Ah ouais. Et à qui doit-on ce petit joujou? Ce petit joujou s'appelle Switchblade et c'est la société américaine Samsung, qui est à l'origine de ce projet incroyable. Alors, je vous propose de regarder quelques images promotionnelles de l'engin. On précise qu'elles sont promotionnelles. Oui, il va marcher. Bien sûr que ça marche. Les images. Oui, mais pas trop longtemps. Bien. Non, non, pas trop longtemps Batman, parce que tout ça. non, parce qu'elle coûte. Enfin, c'est pas à la portée de tout le monde en fait. Elle coûte 160 000 €. Ah oui, quand même. Et elle n'est pas tout de suite disponible. Patron. Et elle n'est pas tout de suite disponible, elle sera disponible en 2026. Ah oui, d'accord. Et puis le troisième inconvénient quand même, c'est que comme une voiture volante, ça n'a pas encore été, ça n'a pas existé, il n'y a pas de code de la route pour ce genre d'engin. Donc pour l'instant, on n'aurait pas le droit on pourrait pas le droit de se balader au-dessus de nos régions comme ça. Donc c'est pas pour tout de suite qu'on va se prendre pour un transformer. Vous savez, c'est super. Mais c'était rigolo pour une récré. C'était une bonne récré. Ouais, c'est une super récré. Merci Cécile. Grand oral, Katie Rouf. La mère répare, la mère protège, la mère aime. Ma mère m'a réparé, ma mère m'a protégé, ma mère m'a aimé. L'a-t-elle fait pour mon bien? Ça expliquerait tout, sauf que j'ignore tout, mais je comprends mieux. Après, que s'est-il passé? Après, voilà, ça c'est la fille qui s'interroge face à ce mystère assez insondable. C'est aussi un roman sur les rapports mère-fille, sur comment on se construit dans une relation qui est forcément extraordinairement singulière. Tout à fait. La fille est très attachée aussi à sa mère. Voilà. Et c'est vrai que là, c'est un moment, c'est peut-être un tournant dans le roman, puisque dans un moment de ménage, enfin de recherche dans l'appartement de sa mère, elle tombe par hasard sur cette assignation, donc qui a donné un peu qui a signé, qui a marqué le début de la procédure. Et c'est là, effectivement, qu'elle commence à se poser des questions. C'est-à-dire, finalement, j'ai peut-être eu un père quand même, et il n'est peut-être pas parti comme ça. Tout à fait. Parce qu'évidemment, la fille a quelques souvenirs, forcément, de son papa. Mais très peu, parce qu'il part quand elle a 4 ans, si je me souviens bien. Oui, elle est toute petite. Ouais, donc, vraiment, ça c'est des flashs, plus qu'autre chose. Voilà, ça nous fait penser à nous-mêmes. Enfin, qu'est-ce que je sais, ce dont je me souviens de ma petite enfance. Et donc, la mère avait souvent répété « Tu n'as pas de père, ma chérie ».
C'est pas un roman manichéen, c'est pas non plus le roman d'une mère défaillante. Et puis d'ailleurs, cette fille dit le pouvoir des mères est celui de faire avec de l'amour des enfants solides. Et elle-même se définit comme une enfant solide, qui a reçu tout l'amour de cette mère. Donc c'est un amour absolu, mais c'est pas forcément un amour destructeur. Non, dans le cas du roman, ce n'est absolument pas un amour destructeur. Cette gamine est devenue une jeune femme absolument équilibrée, qui fait ses études à Paris, de théâtre, etc. Donc il n'y a pas cette connotation d'amour destructeur. C'est ça. Ouais. Avec une mère qui oublie, alors elle oublie parce qu'elle est atteinte par une maladie qui fait qu'on oublie, mais c'est quand même bien pratique à ce moment-là. C'est tout à fait bien pratique. De ne pas pouvoir répondre aux questions de sa fille. Alors, stratégie narrative, soit, mais l'important, c'était de dire quelle est la mémoire, quel est le souvenir, que s'est-il passé pendant mon passé. Voilà. Il y a une autre mère dans le livre, c'est celle du personnage d'Ambroise, le père, ce thanatopracteur, dont on découvre qu'elle a disparu quand lui-même avait 11 ans, et depuis, il ne cesse de lui parler. Oui, bien évidemment. C'est une autre mère absolument, en fait. Puisque c'est un homme qui parle avec l'invisible, d'une certaine façon. Et cette mère, on s'imagine bien que lorsqu'on est enfant et qu'à cet âge-là, on perd sa maman, il instaure cette sorte de dialogue avec elle. Et c'est vrai qu'on apprend petit à petit qu'il aime écrire, prendre des notes, ou qu'il essaye d'appeler la présence de la mère lorsque, devant un soin particulièrement difficile à faire à une personne décédée, eh bien, il sent être un peu en difficulté. Un livre qui est habité de plein de façons, par la décrépitude des corps, par la vieillesse, par la mort, ça c'est quand même quelque chose. Oui, car il y a aussi, tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur le corps des femmes, de la femme, mais il y a aussi quelque part la présence et la description, enfin l'évocation en tout cas, de ces corps qui ne sont plus vivants et pourtant qui sont... À travers tout le travail du thanatopracteur, effectivement. Et le travail du thanatopracteur, bien évidemment, il est dicté par des exigences d'hygiène, mais on ne transforme pas, évidemment, la personne défunte, mais c'est vrai qu'on lui donne un aspect, on va dire, plus acceptable pour rendre le deuil de la famille peut-être plus facile. Et donc, il y a un travail sur ces corps qui sont encore quelque part vivants, c'est-à-dire c'est la dernière présence de vie. Et c'est ça le travail. Mais il y a des vrais débats et des vraies questions entre scientifiques et philosophes sur ce qu'est la mort. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'en fait le corps n'arrête pas de bouger au moment où on déclare la mort, et notamment la mort cérébrale. On ne rattrape jamais le temps perdu. Être père, c'est donner du temps à son enfant. Et à un moment, Ambroise y comprend que ce temps perdu, il ne pourra jamais le rattraper. Non, et c'est quelque chose d'assez tragique, je trouve, parce que c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure du temps que la mère de Marie-Louise a donné à sa fille. L'amour, c'est du temps. C'est ça. Et c'est absolument... Et le temps qu'on n'a pas pu donner, il est perdu. C'est-à-dire que on essaie de le rattraper, mais ce n'est pas... C'est perdu. C'est pour ça que ce qui m'importait aussi de dire, ou ce qui compte dans le roman, c'est vraiment de mettre l'accent sur la qualité, sur l'importance du temps que l'enfant doit passer avec ses deux parents. C'est un temps qui n'est pas... négociable. Qu'on ne peut pas voler, qu'on ne peut pas voler à l'autre. Enfin, il n'y a pas de, ce n'est pas possible. Ouais, de toute façon, on ne peut pas difficilement, en tout cas, posséder le temps. Et tout ça va jusqu'à ce retournement final. On l'a déjà cité, mais quand même, quand on devient les parents de ses parents, à la fin, une mère pardonne toujours à son enfant. C'est ça aussi être mère, absolument. Oui, parce que même quand on n'a pas d'enfant. On peut être mère. J'ai pas d'enfant, mais je suis un enfant. Et je pense que je ne suis pas mère. Je pense que j'ai peut-être eu peur. Je pense que le métier, entre guillemets, de parent est le plus difficile qui existe, qui soit. Et je pense qu'on essaye de faire le moins de dégâts possible. Je ne parle pas de... non, on ne parle pas de littérature, là. On parle de dans la vraie vie. Je parle de la vraie vie. Mais j'avais quand même envie de faire dire cette phrase qui invoque le pardon, en fait. C'est ça. Voilà. Une tentative de Freud compréhension. Ajouterait, mais je crois que c'est dans une tentative de compréhension. Elle a fait avec ce qu'elle a pu, mais qu'a-t-elle fait ou qu'a-t-il fait?
Voilà, et Freud, mais je crois que la situation est apocryphe, mais enfin bref, dirait sans doute que de toute façon, on n'est jamais un très bon parent, parce que c'est absolument impossible. Voilà. Katie Roof, Mère absolument, c'est chez Albin Michel, ça vient de sortir. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette quotidienne. Lisez-le, c'est un très beau roman, c'est très saisissant. On vous a cramé un ou deux rebondissements quand même, parce qu'on n'avait pas le choix. Mais vous verrez, d'abord, il y en a d'autres, et puis surtout, il y a une écriture qui est remarquable, et ce mix des points de vue et des matériaux. Cécile, merci beaucoup. Et on accueille maintenant, comme chaque semaine, Amélie Paris, les années collège. Les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Professeur documentaliste collège Maurice Utrio, c'est à Paris. Vous nous parlez régulièrement des pratiques culturelles de vos élèves. Évidemment, il y a Internet, les plateformes. Et parmi ces plateformes, l'américaine Twitch, plateforme de streaming, qui, depuis aujourd'hui, a décidé de jeter l'éponge en Corée du Sud. Eh oui, la plateforme, donc créée en 2011, rachetée en 2014 par le groupe Amazon, qui est devenue un véritable phénomène, cumulant des milliards de vues, juge que la poursuite de ces activités en Corée du Sud est devenu impossible en raison de frais d'utilisation du réseau haut débit 10 fois plus élevés que ceux de la majorité des autres pays. Voilà, victime de son succès. Donc si je comprends bien, les Sud-Coréens ne peuvent plus consommer de contenu en direct sur Twitch, mais la plateforme existe toujours. Qu'est-ce qu'on dit ? Oui, elle existe toujours. Alors au départ, cette plateforme, c'est une plateforme collaborative qui permet de regarder des gens jouer à des jeux vidéo. Alors oui, je sais Emmanuel, ça vous semble étrange que les ados, et pas que d'ailleurs, aiment regarder les autres jouer. Mais bon, c'est comme ça. Vous leur avez demandé qu'est-ce qu'ils y trouvent comme intérêt ? Oui, alors pour mes élèves, il y a d'abord le plaisir du direct avec son lot d'adrénaline et de suspense, surtout quand il s'agit d'une compétition internationale de jeux vidéo, quand il s'agit de battre un record du monde sur un jeu. Le live favorise aussi la communication en direct avec le streamer pendant qu'il joue. Et on va même finir par s'attacher à lui. C'est souvent cet attachement émotionnel et sentimental qui va permettre au streamer de créer sa communauté. On peut également découvrir des techniques, comment jouent les meilleurs et donc de s'améliorer. Et enfin, de découvrir des jeux. Et donc, comme je le disais, appartenir à une communauté, eh bien, ça fait du bien. Et puis, cette communauté a souvent un langage pas toujours compréhensible pour les parents. Vous nous donnez les bases du vocabulaire, peut-être ? Oui. Un streamer ? Oui, alors un streamer, comme je disais, c'est un créateur de contenu ou un diffuseur. Alors, parmi les streamers français adorés par les élèves du trio, on a JL Tommy, Gotaga ou Zerator, pour ne citer que. Toutes les semaines, on peut même avoir un classement des meilleurs streamers. Ceux qui regardent sont les viewers. Du côté des vidéos, alors on a les let's play qui consistent à faire découvrir un jeu en y jouant tranquillement. Des long play qui est la même chose, mais en essayant d'aller jusqu'au bout. Et puis des speedruns qui sont des concours de rapidité. C'est bien, on travaille son anglais. Hein. Oui. Et puis chaque jeu, après, a ensuite tout son vocabulaire. Mais bon, on va s'arrêter là. Mais il faut quand même savoir que le jeu le plus regardé par la population twitchienne est League of Legends. Plateforme qui avait été créée en 2011, mais rachetée par Amazon en 2014. Elle a évolué entre-temps. Oui, elle s'est énormément développée. Ne concerne plus uniquement le gaming, qui garde quand même une place très importante. Et on voit apparaître de plus en plus de diversité dans les contenus proposés, comme par exemple des concerts en direct. Et récemment, le journal Libération a même lancé une émission en live le 26 janvier dernier, animée par Fibre Tigre. Alors, Twitch s'élargit aussi au-delà du net. Depuis 2015, il existe la TwitchCon, qui est un événement donc, dans la vie réelle, qui permet de réunir les streamers et leur communauté. Et la dernière TwitchCon a eu lieu à Paris. C'était les 8 et 9 juillet dernier. Elle a rencontré évidemment un énorme succès avec des gens venant du monde entier. Ok, mais Twitch, ça va vraiment continuer à marcher parce qu'on a vu qu'un certain nombre de streamers ou streameuses assez connus étaient en train de quitter la plateforme. Oui, il y a de moins en moins de streamers, enfin il y en a qui partent, comme la streameuse maroco-canadienne qui était la streameuse la plus suivie au monde, Pokémon, qui quittait la plateforme comme beaucoup d'autres ces derniers mois. Alors certains pour mettre un terme à leur carrière, parce que beaucoup ont avoué souffrir de burn-out, mais d'autres aussi pour rejoindre le concurrent controversé de Twitch qui existe depuis 2022. Alors en Corée du Sud. J'allais vous demander, les pauvres. Non, c'est la plateforme Africa TV, qui est donc sud-coréenne, qui a vu sa cote de popularité grimper en flèche dans l'après-midi même, qui a suivi l'annonce officielle du départ de Twitch. Comme quoi. Ouais, valeur des uns. Fait le bonheur des autres. Et ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Amélie, les années collège, notre rendez-vous hebdomadaire avec la culture des ados. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, au maquillage Laure Audemont et Amélie Schwicker, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont pour le son et Xavier Sanchez pour la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.